Je voulais vous parler d'un article dont on a pas mal parlé dans le landerneau des geeks et des ingénieurs en informatique, mais très très peu dans le vaste public. C'est un article de quelqu'un que vous avez certainement entendu nommer un jour ou l'autre aux informations, qui s'appelle Chris Anderson. C'est l'auteur de ce qu'on appelle la théorie de la long tail, de la longue traîne, qui a montré qu'on pouvait gagner beaucoup d'argent avec des produits qui se vendent très peu. Et c'est aussi le fondateur, enfin c'est peut-être pas le fondateur, mais enfin c'était le rédacteur en chef, je crois que c'est le fondateur aussi, de Wired, qui est une revue très importante en Californie. C'est là que s'expriment et que débattent les gens qui font la grande révolution industrielle californienne autour de la connexion. Wired, ça veut dire connecté, branché. Et dans un article qui est paru 6 mois avant 2008, au mois de juin 2008, pardon, 6 mois avant la crise de 2008, la grande crise de 2008, au mois de juin, Chris Anderson a publié un article dont le titre est « The End of Theory. The data deluge makes the scientific method obsolete ». Dans cet article, Chris Anderson soutient que maintenant, avec les mathématiques appliquées via les algorithmes sur des très très grandes quantités de données et à la vitesse de la lumière, comme le fait par exemple Google, et grâce à ces réseaux qui permettent de collecter de très très nombreuses données, les big data vont faire qu'on va pouvoir se passer, par exemple, de médecins. Par exemple, en tout cas, d'épidémiologistes. Par exemple, de linguistes. Pourquoi de médecins et de linguistes? Pourquoi ces exemples-là? Eh bien, parce qu'il analyse le business model de Google et le fonctionnement effectif et précis. Et il connaît bien, parce que c'est un savant. Chris Anderson, c'est un physicien qui a eu son diplôme de doctorat de physique à Stanford. Donc c'est un monsieur qui a une grande culture scientifique. Et il dit, Google, c'est aujourd'hui l'entreprise qui résout et exploite, qui résout les questions qu'on peut avoir à résoudre pratiquement avec le langage, nous les internautes, et qui exploite ce langage comme un fonds d'activité industrielle nouveau. C'est ce qu'a dit aussi Frédéric Kaplan dans Le Monde diplomatique il y a à peu près 2 ans, et qui produit ce que Kaplan a appelé un capitalisme linguistique. Capitalisme linguistique qui fait que vous cherchez n'importe quoi dans la rue sur votre smartphone, vous passez pas forcément par Google, mais quand même en France, 90% presque de la population passe par Google, ou même plus, je crois. C'est beaucoup plus qu'aux États-Unis d'ailleurs. Vous cherchez quelque chose, vous faites des requêtes et le logiciel, le serveur, le moteur de recherche plutôt, vous apporte des réponses qui, la plupart du temps, non seulement vous satisfont, mais vous émerveillent. Vous émerveillent. Et comment ils font? Comment ils font? Et alors, vous recevez une réponse en portugais, vous ne comprenez pas le portugais, vous la mettez dans Google Translate et hop, vous comprenez de quoi il s'agit. Ce n'est pas du très bon portugais, mais bon. Et ça fonctionne, tout ça. Alors, qu'est-ce que dit Chris Anderson? Il dit tout ça, ça s'est fait sans un seul linguiste. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de linguistes chez Google, il y en a, mais ils ne travaillent pas là-dessus. Il n'y a plus besoin de linguistes quand on a une mathématique appliquée à la vitesse de la lumière sur des données massives. Il suffit de modéliser des comportements et de valoriser par ces modélisations ces comportements de contribution des internautes pour créer, avec l'exploitation, la modélisation de ces comportements, finalement, des réponses aux questions que se posent ces internautes. C'est finalement une valorisation des contributions des internautes qui conduisent Chris Anderson à dire c'est la fin de la théorie, on n'a plus besoin de théorie, le
le déluge de données, c'est le nom qu'on donnait il y a encore 2 ou 3 ans au big data, rend la méthode scientifique obsolète. Ça, c'est ce que j'appelle le stade ultime de la prolétarisation. Pourquoi est-ce que je dis cela? C'est parce que chez nous, Ars Industrialis, nous prenons au sérieux ce que disait Marx en 1848, à savoir que la prolétarisation, c'est la destruction du savoir du prolétarisé. Et Marx disait avec Engels, en 1848, ça commencera par le travailleur manuel qui, d'ouvrier, deviendra un prolétaire en ayant perdu son savoir passé dans la machine. Ça se poursuivra par l'encadrement, puis ça se continuera par les ingénieurs, et finalement, ça touchera absolument tous les salariés. Eh bien, ça a touché ce salarié-là, celui-là. Est-ce que vous le reconnaissez? Non? C'est Greenspan. Mr. Greenspan, président de la Banque fédérale des États-Unis, qui était aux affaires au moment de Lehman Brothers, au moment des subprimes, au moment de Bernie Madoff, qui a été nommé avec son assentiment évidemment. Il est inconcevable qu'un patron du Nasdaq soit nommé sans l'accord du président de la Banque fédérale. Monsieur Greenspan a été convoqué à Washington. Ça, c'est Washington. Il a été auditionné, je ne sais pas comment dire, auditionné, disons, par la Chambre des représentants pour s'expliquer. On lui a demandé de s'expliquer. Comment est-il possible que vous ayez fait tant d'erreurs? Et il s'est expliqué. Et il a expliqué, mais il n'y a pas que moi qui ai fait des erreurs. Hein. Un prix Nobel a été primé pour ses travaux sur les marchés dérivés financiers, etc., etc. Et puis, on était forcément tous un peu coincés parce que tout ça, ça s'est automatisé, mathématisé, c'est des mathématiques appliquées, on n'y comprend plus grand-chose. Hein. Computer, Communications Technologies, Technology, Mathematicians and Finance Experts, etc., etc. Tous ces gens-là ont mis en place un dispositif qu'on ne contrôle plus, c'est ça qu'il décrit, et qui en plus a fait des prédictions fausses parce que, évidemment, ce système, il dit un peu plus loin, ne travaillait que sur les 20 dernières années. Et donc il a pris comme des réalités ontologiques, par exemple, de ce que c'est qu'un système économique, des données empiriques qui ne sont pas théorisées, qui ne sont pas modélisées, qui ne sont pas idéalisées. Toute théorie idéalise. Hein. Si vous avez un tout petit peu étudié, par exemple, la sociologie de Max Weber, l'idéal type, dit Max Weber, c'est ça le concept de la sociologie. C'est-à-dire que, par exemple, l'entrepreneur capitaliste du XVIIIe siècle dont parle Max Weber dans la naissance dans l'esprit du capitalisme, comment ça s'appelle exactement le titre? C'est l'éthique protestante et l'esprit du capitalisme, grande œuvre de Max Weber. Bon, Max Weber dit, voilà, je vais vous décrire un capitaliste qui naît après la Réforme, etc. Mais il dit au début du livre, attention, c'est un idéal type, il n'existe pas, il n'a jamais existé. Aucun objet scientifique n'a jamais existé. Précisément parce que la science est capable de faire des objets qui n'existent pas, qu'elle est capable de comprendre et de transformer le réel. Quoi qu'il en soit, ce qu'est en train de dire Greenspan dans sa défense, c'est l'affirmation empirique, si je puis dire, que Chris Anderson a absolument tort. Il n'a pas absolument tort en fait, parce qu'en fait, oui, c'est tout à fait vrai que Google développe une technologie linguistique qui n'a pas besoin de linguistes. C'est tout à fait vrai que Google a anticipé l'évolution de l'épidémie de grippe aviaire beaucoup mieux que l'OMS, avec des moyens beaucoup moins importants et aucun moyen médical. C'est tout à fait vrai en fait. Mais est-ce que c'est vrai en droit? En droit, ça veut dire idéalement, universellement, dans un modèle théorique critiquable, analysable et transformable, qui permettra, par cette critique, de modifier le système et finalement de prendre des décisions. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ce que je veux dire, c'est que ce que nous dit
Chris Anderson, c'est que le développement des big data, c'est-à-dire de l'automatisation généralisée des processus de prise de décision, c'est la fin de la pensée. Il n'y a plus besoin de penser, il n'y a plus besoin de raisonner, il n'y a plus besoin de décider. Tout est décidé d'avance, y compris qui on va tuer avec les drones la semaine prochaine. Puisque vous le savez peut-être, si vous avez lu, par exemple, Théorie du drone de Grégoire Chamaillou, ces systèmes de big data qui servent aussi à espionner les comportements, notamment de ceux qui sont des présumés terroristes, et dont on va trouver dans ces traits comportementaux tous les traits reconnus par un ordinateur comme étant typiques d'un terroriste dangereux, eh bien ça va conduire à ce que l'ordinateur va proposer au président Obama l'exécution par un drone de ce terroriste. Et que le président Obama va prendre une décision quand même. Une décision, il dit ouais, celui-là. Est-ce que c'est vraiment une décision ou est-ce que c'est pas du théâtre ubuesque? Bon.